Je suis donc président du Forum métropolitain du Grand Paris pour 1 an, puisque nous avons mis en place dans ce syndicat mixte qui existe, Patrick le rappelait, depuis une dizaine d'années, une gouvernance partagée et une gouvernance tournante tous les ans qui permet de dépassionner les débats et finalement d'inscrire une continuité dans nos travaux sur la réflexion métropolitaine. Et c'est ce que nous parvenons, je pense, à faire plutôt bien au sein de cet outil. Donc je m'inscris dans l'action qui avait été engagée par mon prédécesseur Patrick Jarry, maire de Nanterre, qui a présidé en 2016. Et donc je suis encore pour quelques mois le président de cette instance qui travaille inlassablement sur la construction métropolitaine, voilà, et sur le fait métropolitain. Et je le dis puisque cette année, nous avons 2 grands travaux qui sont engagés. D'abord, une poursuite de la réflexion sur l'évolution métropolitaine qui a démarré, qui se poursuit, et c'est vrai que c'est un peu un work in progress qui ne s'arrête jamais. Et puis, un grand travail sur les mobilités 2030 que nous avons lancé avec la métropole du Grand Paris, avec l'Association des maires d'Île-de-France, que préside Stéphane Baudet, avec la ville de Paris. Et donc, c'est un grand travail qui va nous occuper pendant plusieurs mois. Mais je suis également maire de Bure-sur-Yvette. C'est une ville qui est située en Grande Couronne, pas très loin d'ici, à 25 km, qui est donc toute proche de la nature et qui, en même temps, est à un bras situé juste à côté, presque dans l'opération d'intérêt national qu'a décidé l'État sur le plateau de Saclay, et qui donc va être impacté par l'organisation de ce plateau de Saclay. Alors, pour parler de la construction... c'est en Essonne, rappelez-nous. C'est en Essonne, en bordure du département des Yvelines, mais en Essonne, dans la Corne nord-ouest. Alors, pour parler du logement donc en zone détendue, disons-le, ou en zone périurbaine, en grande zone périurbaine, j'aimerais ce matin pouvoir vous dire que je suis un maire heureux et optimiste sur la construction de logements et fier en tout cas du travail engagé. Je suis assez fier du travail engagé, mais je tiens à vous dire aujourd'hui que construire est devenu très difficile. Et je dis souvent que construire est une souffrance dans notre secteur. C'est une souffrance au regard des relations que nous avons avec 2 interlocuteurs majeurs en termes de construction. Nos concitoyens et l'État. 2 interlocuteurs majeurs, nos concitoyens et l'État. D'abord, nos concitoyens, et là je veux vous le dire, mesdames et messieurs, mes chers amis, nos concitoyens ne supportent plus que nous construisions à côté de chez eux. Ils ne le veulent plus, ils ne le supportent plus et ils nous le disent et ils nous l'écrivent. Peut-être moins en zone tendue, mais en zone détendue, c'est un fait qui n'est pas très vieux, mais qui s'est renforcé au cours des dernières années, qui a été accentué par certains phénomènes, notamment réglementaires ou législatifs. Et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Et je vois la différence. Je suis en train de réviser mon plan local d'urbanisme. Je l'avais une première fois révisé il y a 5 ans, donc il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire que la concertation est radicalement différente en 5 ans, puisque je fais aujourd'hui des réunions de concertation avec les habitants, au cours desquelles, dans ces réunions, nous écrivons le règlement du PLU ensemble. Ce n'est pas dans un bureau à la mairie, au service urbaniste, que s'écrit le règlement du PLU, c'est avec nos habitants, quartier par quartier, voire rue par rue. Et je peux vous dire que aujourd'hui, pour un maire, c'est devenu un sentiment prégnant que ce sentiment de la construction. Donc ça, c'est nos premiers interlocuteurs, ce sont les concitoyens. Vous dites, Jean-François, c'est notamment eu égard à des règlements qui ont accru l'hostilité. Alors j'en arrive au deuxième interlocuteur auquel nous avons affaire, c'est l'État. Et l'État, il influe énormément sur la problématique du logement, de par ses textes ou ses règles, et de par son comportement. De par ces textes d'abord, et je pense qu'on ne dira jamais assez combien la loi Allure a des effets catastrophiques aujourd'hui dans les communes. Catastrophique. Elle a bouleversé complètement le rapport au logement, le rapport des maires au logement, le rapport des maires avec leurs concitoyens, le rapport des concitoyens avec leurs maires au regard de la politique du logement, aussi bien en accession à la propriété que sur la question du logement social. Au regard de la politique de l'accession à la propriété, parce qu'en supprimant les COS dans les villes, on a ouvert une boîte de Pandore qu'aujourd'hui, dont nous gérons les conséquences au quotidien. Puisque
on peut aujourd'hui miter les zones pavillonnaires en densifiant dans ces zones et en faisant du collectif, alors que normalement, les zones pavillonnaires ne sont pas faites pour accueillir du logement collectif. Et pourquoi je vous disais à l'instant que je révisais mon PLU alors que la précédente révision datait de 2005, c'est tout simplement pour essayer de lutter contre les effets de la loi ALUR qui donne plus de droits à construire dans les zones pavillonnaires. Donc ça, c'est pour l'accession à la propriété. L'État intervient aussi de façon catastrophique sur la notion du logement social, parce que non seulement je suis, comme beaucoup de maires, responsable, un maire constructeur, mais je suis aussi un maire qui est soucieux de la mixité sociale, de l'accueil de toutes les populations dans sa ville, et qui travaille pour justement organiser cette mixité sociale. Donc il est clair que le temps où on construisait des résidences de logement social loin de l'accession à la propriété, il est fini. Moi, je vais livrer un logement dans mon centre-ville de 200, un programme de 200 logements où les logements sociaux sont répartis au milieu de l'accession à la propriété. Mais pour faire cela, j'ai eu une réflexion avec les habitants, avec les services, pour mixer au mieux les 3 catégories de logements sociaux dans l'offre que j'allais proposer, le PLAI, le PLUS et le PLS, c'est-à-dire le logement social intermédiaire, pour que tout le monde finalement puisse se retrouver, parce que c'est aussi ça la mixité sociale. C'est pas simplement de mettre du logement social au milieu de l'accession, c'est aussi au sein du logement social permettre un parcours de vie. Voilà. Sauf que Bure étant une ville en carence en termes de logement social, quand j'ai eu fini toute ma réflexion, l'État est venu me dire, ben non, vous êtes en carence, il faut retirer le PLS de vos contingents de logements sociaux sur cette opération. Et il faut uniquement mettre du PLAI et du PLUS. Voilà comment on dérègle complètement un programme immobilier. Voilà comment on va à l'encontre des maires, à l'encontre des populations. Et cela a des conséquences dramatiques sur la volonté des maires, surtout si l'État ne fait pas la différence entre des maires qui sont en carence, mais qui ont la volonté de produire du logement, qui travaillent à cela, et les maires qui sont en carence et qui, eux, pour des raisons X ou Y, ne veulent pas en faire et n'en feront pas. Mais quand on ne crée pas cette différence, là je pense qu'on met en place un vrai problème avec les élus locaux. Deuxième point, je parlais de l'État dans ses règlements, et puis l'État dans son comportement. Parce que finalement, moi, j'aimerais, dans beaucoup de sujets, je pense que Karl a la même envie que moi, que l'État soit un. Moi, j'aimerais que l'État, il soit un. Or, l'État, en matière de logement, il n'est pas un. L'État, il est 2 en matière de logement. Il n'y a pas qu'en matière de logement qu'il est 2 ou 3, mais l'État, il est 2, il n'est pas un. En matière de logement, il y a d'abord l'État comptable. Et celui-là, il sait compter. Et il vient vous voir pour les contrats triennaux, il vient vous voir pour vous demander de respecter le nombre de logements sociaux, d'observer le nombre de logements que vous devez construire dans votre ville. Celui-là, il est souvent représenté par la DDT, il ne vous oublie pas, et il sait compter, et il veut du logement. Et quelle que soit d'ailleurs la façon dont vous le réalisez. Et à côté de cet état comptable, il y a un état que j'appellerais un état artiste, un peu plus le nez au vent, qui lui regarde la beauté des bâtiments, la couleur des murs, la largeur des fenêtres, la couleur des toits, leur insertion dans le bâti, dans l'urbain, dans l'environnement. Et lui, il vous met des avis négatifs sur des projets de permis de construire. Mais comme, à côté de ces projets de permis de construire, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on construise, comment fait un maire quand le représentant de l'État vient d'émettre un avis négatif sur un permis, même s'il n'est pas opposable, et que vous savez qu'à côté, il y a 15 voisins qui n'attendent qu'une chose, c'est un seul argument pour déposer un recours contre un projet de permis. Et voilà où on en arrive. On en arrive à une dispersion des responsabilités de l'État, et malgré la volonté des maires de construire, de produire du logement parce que nous sommes responsables, nous rentrons dans une période de plus en plus compliquée, je vous le dis, mesdames et messieurs, pour produire ce logement dont nous savons que l'Île-de-France a besoin, que nos secteurs, nos régions ont besoin. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, juste terminer sur un point, parce que au-dessus de nous, je le disais, il y a le plateau de Saclay, il y a l'opération d'intérêt national, il y a 2 gares qui vont se construire sur le plateau, Moulon et Polytechnique, et autour de ces gares, il y a du logement qui va se faire. Donc on pouvait se dire, à partir du moment où des centaines de logements sont réalisés sur le plateau de Saclay, dans un secteur périurbain, ce serait très compliqué. Ça a été un peu compliqué,
Mais finalement, comme ces logements vont surgir au milieu de nulle part, et en tout cas ne sont pas situés à côté de programmes de logement existants, c'est peut-être moins difficile au final de faire émerger ces projets, parce qu'il y a aussi de la concertation, parce qu'il y a beaucoup de discussions, et parce que les maires sont partie prenante, que le faire dans nos secteurs périurbains qui sont déjà organisés. Et je pense qu'il faut vraiment un sursaut pour qu'on arrive à changer la donne, car aujourd'hui, c'est devenu très difficile de construire. Merci infiniment. Carl Olive, pourtant, oui, je crois qu'on peut vous applaudir parce que vous êtes en proie à ces réalités. Carl Olive, pourtant, vous construisez beaucoup, hein, vous me le disiez tout à l'heure. Vous y arrivez, des ZAC, dans différents endroits de Poissy. Dites-nous comment vous réagissez à tous les constats que vous partagez sans doute en partie, puisque vous êtes sans doute confrontés aux mêmes réalités que celles que vient de décrire avec talent Monsieur Vigier. Merci Jacques et bravo pour cette initiative. Moi, je suis ravi. J'ai écouté en stéréo depuis ce matin tout ce qui était dit et je le partage infiniment. Je suis venu vous parler de l'une des plus belles villes d'Île-de-France au travers notamment du prisme du logement, qui est la ville de Poissy. Poissy, c'est 40 000 habitants. On a la chance de voir arriver dans quelques semaines le Paris Saint-Germain sur 75 hectares avec un investissement, je parle du football et du handball, avec un investissement de 350 millions. On a la chance de voir arriver PSA qui se consolide. Là, on disait au moment de Aulnay que le site de Poissy allait peut-être aussi suivre la voie d'Aulnay. Il n'en est rien, puisque non seulement aujourd'hui on est un site où il y a 8000 salariés, où le président Tavares a décidé d'injecter 350 millions dans l'outil industriel, et on aura la joie au mois de septembre d'accueillir 1500 cols blancs de la Grande Armée qui viendront aussi en partie rejoindre la belle contrée qui est Rueil-Malmaison, chère à Patrick, et également 2200 collaborateurs l'an prochain de la Garenne-Colombe pour venir installer à Poissy un pôle mondial de recherche et de développement. Je veux aussi vous dire que l'hôpital de Poissy-Saint-Germain s'est vu octroyer il y a quelques semaines 70 millions d'euros par l'ARS. Et enfin, pour terminer, la semaine où nous annoncions l'arrivée du PSG, une semaine plus tard, on annonçait également l'inscription au patrimoine de l'humanité de la Villa Savoie et la construction future d'un musée Le Corbusier. Alors je me permets de prendre tous ces exemples en disant on a la chance. Il se passe quelque chose. Évidemment que c'est pas parce que la ville de Poissy est celle du bon roi Saint-Louis, qu'on est aux portes de Deauville, etc. Je pense aussi qu'il y a une véritable détermination, une véritable volonté de la part des élus. Et là, je pense qu'on a un tissu noble là où, malheureusement, au niveau national, de gauche comme de droite, on se fait infuser des choses qui, parfois, nous sont comme les tortues de Galapagos, mais plutôt sur le dos. Là où, dans le sens noble du terme, la politique est vraiment la vie de la cité. Et à ce titre-là, la première chose que j'ai constatée, c'est que venant d'entreprise, je suis un ancien journaliste et je suis toujours chef d'entreprise de Canal+, je viens du sport, et quand on est au sport, on est imbibé par une chose qui est très simple, quel que soit le sport. Par une licence qu'on vient signer le jour où vous prenez une activité sportive. Et quand on fait du sport, on est imbibé par un truc qui s'appelle les règles du jeu. Et les règles du jeu, dans le sport, elles ne s'interprètent pas, elles s'appliquent. Alors si, comme le disait Jean-François, comme l'a rappelé tout à l'heure Patrick à juste titre, on commençait, les élus, de gauche comme de droite, par appliquer la loi, plutôt que de l'interpréter au tout venant, je vous promets qu'on gagnerait du temps. Et il me semble qu'à Poissy, je rajoute à cela humblement que je suis né à Poissy, j'ai grandi à Poissy, je vis à Poissy, j'ai 8 frères et sœurs et un papa qui a travaillé pendant 40 ans dans une crèmerie qui s'appelle Simca. On a mis en place des choses. Et je veux insister notamment sur un point, Jacques, si tu me le permets, oui. Sur la mixité, puisqu'on nous, à la différence de Jean-François, c'est qu'on est sur la loi SRU à 38%. Donc je pourrais très bien me dire, on est tranquille, personne ne va nous emmerder, pardonnez-moi mesdames, de l'expression raccourcie. C'est pas ça. On a raté un virage de la mixité sociale. Moi, je suis né dans un quartier populaire qui s'appelle la Coudray. À l'époque, il y avait 800 logements, 100% de logements sociaux qui étaient réservés aux collaborateurs de Simca, Chrysler, Talbot, etc., etc. À l'époque, dans la barre d'immeuble où je suis né, il y avait des Espagnols. On avait la paella de la maman espagnole. Le lendemain, on avait un couscous de la maman qui venait d'Alger. Le surlendemain, c'est ma maman qui faisait des crêpes, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Et on est tous responsables. Eh bien, vous avez des quartiers où vous avez une population turque, une population algérienne. Vous avez d'autres quartiers où vous avez des populations marocaines. Vous avez d'autres quartiers où vous avez des populations d'Afrique noire. Et là, on est tous responsables. Et moi, j'en veux à l'État par rapport à ça. Parce que je suis un bleu en politique. Je suis arrivé en 2014. Et on a commencé à me faire infuser des dallos.
Et les dallos, allons-y, on va les mettre dans un quartier, 1 dallo, 2 dallos, 10 dallos, le jeu des 7 familles. Et même les dallos des autres communes venaient chez moi. Ah, j'ai vite appris, hein. Sauf que le mal, il est fait. Le mal, il est fait. Et si jamais on ne tire pas la sonnette d'alarme par rapport à ça, alors oui, on va droit dans le mur. Parce qu'on est dans un pays de certification et pas de normes. Et je rejoins ce que disait Patrick tout à l'heure. Si on n'a pas compris dans ce pays qu'il fallait mettre du logement là où il y avait de l'activité économique, alors on n'a rien compris. Et on va droit dans le mur. Je voudrais juste terminer parce que je regarde le petit... Ah non, mais je ne vais pas vous couper, c'est juste sur le respect de la loi. Vous nous avez dit, commençons par respecter la loi, mais donnez-nous des exemples de non-respect. J'ai pas suivi. Jacques, je viens de t'en donner un de non-respect. Est-ce que c'est normal qu'à Poissy, il y a 3 ans, je me fais infuser dans des quartiers, des populations, et loin de moi de stigmatiser quelque population que ce soit, je pourrais être tranquille, encore une fois, je suis en loi SRU à 38%. Donc comme disait Coluche, on peut fumer sous la douche. Là, pas du tout. On a des quartiers où on a une stigmatisation de nos populations. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend la loi, on prend la main, pardon. Sinon, on nous la bouffe. Et comment prendre la main? Eh bien, moi, je souhaite que, évidemment, et Patrick Ollier, pardon de le dire, l'a rappelé tout à l'heure, qu'on rappelle que le maire est au centre du village et qu'il n'y a pas un maire qui connaisse mieux sa population que nous, pardon de le dire. Et on est dans la subsidiarité, on est dans la complémentarité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le quartier en question? Il a été totalement transformé. De 800 logements 100% social, on est passé à 30% social, 70% en accession libre. Et on a mis tout le monde autour de la table. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. C'est le travail d'équipe. Parce que moi, jeune maire de la ville de Poissy, je ne peux rien faire. Si les FIF, et je salue M. Bouvelot, qui est ici, si la région n'est pas là, je ne peux rien faire. Si le département des Yvelines ne me met pas, je ne peux rien faire. Grâce à l'EPFI, on a pu lever notamment une dette de 12 millions à mon arrivée en 2014. Là, on voulait faire un gigantesque centre commercial de 55 000 m². On l'a transformé pour aujourd'hui avoir l'arrivée du Paris Saint-Germain. 350 millions. Hier, on a inauguré une friche, une ZAC de friche de 10 hectares 4, un demi-milliard mis en place par les aménageurs et les promoteurs. C'est juste exceptionnel. Mais encore une fois, on a essayé d'être cohérent par rapport à cela. On l'a placé près des pôles d'échange, près du RER E, du RER A. Et puis derrière, on a besoin évidemment de la métropole, on a besoin du Grand Paris. C'est pour ça que moi je suis absolument contre les clivages, de se monter les uns contre les autres. On a besoin de tout le monde. C'est fini l'ère du temps, il me semble, où on est en structure râteau, où chacun fait ce qu'il veut de son côté, où moi je vais faire un concours avec Patrick parce qu'il a une très belle ville à Rueil, mais je vais lui montrer qu'à Poissy on est meilleur que lui. Pas du tout. On est main dans la main. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, Jacques, tu disais pas de pitié pour les promoteurs. Je le dis, je les taquine, et je le dis la même chose pour les architectes. Il me semble que les promoteurs, comme les architectes, sont au service de la ville, et pas l'inverse. Et ils l'ont très bien compris. Et puis moi, enfin, j'en terminerai là, si tu veux bien. Je suis pour le cercle vertueux de l'économie locale. Et ça fonctionne. J'impose, pardon de le dire, c'est pas politiquement correct, j'impose aux promoteurs d'être à coût maîtrisé pour mes Pissiaquais, les habitants de Poissy. Parce que je souhaite garder nos jeunes qui quittent le domaine familial et garder nos jeunes en primo-accédants, c'est les, non pas empêcher, mais c'est les dissuader d'aller se prendre une piole à 700 € dans les 11 m² où les sanitaires sont peut-être à 200 mètres de l'endroit où ils sont, au moment où ils sont étudiants. Et pour nos aînés, pour le papa et la maman qui voient les enfants quitter le domaine familial, leur permettre de rester également sur notre territoire. Mais pour ça, on n'a rien sans rien. Il faut les aider. Donc, créer les conditions qui fassent que, eh bien, à des coûts maîtrisés, à 10 ou 20% sous le prix de marché, ils peuvent rester dans nos territoires. Et ça fonctionne. Et pourquoi je parle de cercle vertueux? Parce que je suis pour le circuit court, évidemment. Moi, j'impose au Paris Saint-Germain, j'impose aux promoteurs, dans leur charte d'insertion, etc., de prendre nos populations de territoire. Pourquoi? Parce qu'elles vont consommer, parce qu'elles vont rester habitées, parce que derrière, elles auront du pouvoir d'achat, etc., etc., etc. Et ça fonctionne. Et comme disait Le Corbusier, je pense que l'architecture n'est pas un métier, c'est un état d'esprit. Je pense que Patrick, vous ne me contredirez pas comme Jean-François. Nos métiers de politique, ce n'est pas non plus des métiers, c'est des états d'esprit. Et à ce titre-là, dimanche, moi, je vote Poissy. Merci beaucoup. Beaucoup de choses viennent d'être dites. Y a-t-il des questions, des réactions, monsieur? Vous pouvez vous présenter ou pas. Je pense qu'il y a un micro, ou sinon vous pouvez parler fort. Tenez, s'il marche. Bonjour, donc je suis Fabien Réglet, je suis psychologue. Justement, ça fait plaisir d'entendre le côté mixité et en même temps, justement, le fait que chacun a une culture différente.
une façon de voir les choses différentes. Et justement, quand on parle d'aménagement du territoire, de construction de nouveaux logements, qu'en est-il de l'inclusion des ethnologues et de tous ces sachants par rapport à la différence culturelle? Très bonne question. Monsieur Poissy. Monsieur Olive. De rien, monsieur Grand Paris. J'ai pas entendu bien le mot ethnologue. Voilà. Ethnologue, tout du moins, si je peux me permettre de préciser. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de jeunes de différentes villes, aussi bien du Mets-sur-Seine que de Suresnes. Ils ont pour objectif de gagner de l'argent à tout prix, sans trop savoir quoi en faire, parce que finalement, leurs parents sont dans des logements sociaux, ont un emploi, mais n'ont pas suffisamment de moyens, paraît-il, pour payer leur loyer. Et finalement, en fait, l'ensemble de l'argent part au pays, etc. Bref. Justement, quelle est la question finalement? La question est assez simple. Comment faire côtoyer et l'aménagement du territoire et les différences culturelles au sein des villes, c'est-à-dire construire pour construire, ok, mais finalement, en fait... D'accord. Quel sens ça a de construire lorsque... Karl. Bon, je crois qu'au-delà de ce que vous dites, cher monsieur, c'est une question d'emploi. Je pense que, et notamment, je pense que c'est des jeunes que vous recevez. Dans le département des Yvelines, il y a 22 000 emplois non pourvus. Et on parle de chômage. Il y a 22 000 emplois non pourvus. Donc du boulot, il y en a. Seulement, il faut aller effectivement non seulement aller le chercher, trouver les bonnes portes. Je pense que même si les compétences emploi ne sont pas des compétences obligatoires dans les collectivités, on peut être des accompagnateurs, des facilitateurs. Demain, samedi, on organise un salon de l'emploi. Il y a 2000 offres à pourvoir. Je suis sûr que vos jeunes, ils trouveront leur compte par rapport à cela. Et simplement par un point là-dessus, parce que souvent ces jeunes sont souvent en échec social, sociétal, familial, dû parfois, vous l'avez dit, peut-être à des ressources qui sont insuffisantes. Moi, je suis un fervent défenseur de l'apprentissage. Et quand on voit qu'en Allemagne, on a 1 500 000 apprentis, qu'en France, on a 500 000 apprentis, que le taux de chômage en Allemagne est de 24% et de 7% dans la classe d'âge et de 24% chez nous. Quand on aura compris en France que l'apprentissage et la professionnalisation, parce que quelque part vous parlez de ça, est un passeport pour l'emploi et pas une voie par défaut, on aura bien compris. Alors les politiques de gauche comme de droite nous en parlent beaucoup. Mais à un moment donné, comme disait Diderot, il faut mettre ses actes en face de ses mots. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? On a encore 1 minute avant la pause qu'on aura méritée. Madame, vous pouvez vous présenter ou pas. Excusez-moi. Oui, bonjour, Carole Enfer à l'appareil. Donc moi, je suis un ancien conseiller technique de Christian Blanc. Je suis toujours, et j'assiste les pouvoirs publics et les privés pour avancer dans ce Grand Paris. Ô combien j'ai partagé tout ce qui a été dit par le président Ollier et par Geoffroy Didier, par vous-même, maire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement d'esprit. Donc il n'y a plus du tout ni gauche ni droite, enfin pour le Grand Paris, j'entends. Il n'y a plus du tout privé-public. Tout le monde se met autour d'une table et tout le monde réfléchit. C'est comme ça qu'on peut avancer. Alors moi, j'avais peut-être une question de néophyte. Ça concernait le prix, parce qu'avec ces projets extraordinaires au-dessus des gares, bon, là, il y a des processus d'évaluation pour éviter l'augmentation du prix mètre carré, etc. Mais c'était cette question, alors c'est peut-être plus les PFIF ou je ne sais pas, mais c'était cette question, est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place pour éviter cette flambée des prix quelles sont les positions des uns et des autres par rapport à ça? Elle sera répondue en partie dans la prochaine table ronde, en effet, à laquelle M. Bouvelot participera, M. Flamme qui est là, mais peut-être Jean-François, vous voulez répondre brièvement, parce que... Oui, répondre juste sur mon expérience donc, du local, juste en dessous de gare. Il y a des programmes de logement qui sont déjà en vente. Donc ça se vend au prix du marché en l'absence du métro. C'est-à-dire que le métro automatique doit arriver dans 10 ans et aujourd'hui, les appartements se vendent à un prix qui forcément n'est pas celui qui serait si le métro était déjà là. Voilà, donc il faut le prendre avec ce décalage, mais ça se vend au prix du marché et ça se vend très bien, très très bien. Il y a une grosse demande. Moi, je voudrais, pour compléter ce qu'a dit Karl à l'instant, pour répondre à la question de monsieur sur la mixité, nous, maires, on veut assurer un parcours de vie à nos concitoyens.
de l'âge le plus jeune jusqu'éventuellement à la retraite, en prévoyant tous les équipements nécessaires. Mais qui peut, mieux que les maires, connaître les besoins en mixité sociale dans une commune? C'est pour ça que moi je dis qu'il faut que nous récupérions le contingent préfectoral d'attribution de logements sociaux, parce que nous avons la capacité de faire ce travail-là, et beaucoup mieux que les services de l'État. Merci beaucoup. Une dernière question, puis chacun, non, elle a été répondue sans doute. Karl, un mot pour conclure avant la pause, si tu veux bien. Bien, juste, moi, je suis ravi de voir que à Poissy, je pense comme à Bure chez Jean-François, je pense que le plus important, c'est de venir sentir le cul des vaches. Une fois qu'on a senti le cul des vaches, je peux vous dire qu'on se trompe moins. Voilà. Merci infiniment.